Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet essentiel, le harcèlement. Mais on va le regarder sous un angle différent, celui de la neurobiologie, pour comprendre comment l'intimidation sociale n'est pas qu'une blessure psychologique. Non, elle altère physiquement le cerveau de l'adolescent. On va commencer par la question qui change toute la perspective clinique, la violence sociale. Est-ce que ça laisse juste une cicatrice émotionnelle ou est-ce que ça laisse une véritable empreinte biologique dans le cerveau ? Voilà notre feuille de route pour cette analyse. On va suivre le cheminement complet en partant du stress social pour arriver jusqu'à ses conséquences biologiques bien réelles, bien tangibles. Alors, allons-y. Pour commencer, il est absolument essentiel de bien définir ce qu'est le harcèlement, mais au niveau biologique. Et là, il faut faire une distinction très claire. Un conflit entre pairs, c'est une chose, c'est souvent symétrique. L'intimidation, c'est tout autre chose. C'est ciblé, c'est délibéré, c'est intentionnel. Et c'est justement cette intention de nuire qui transforme tout ça en un stress toxique pour le cerveau. Et voici le point vraiment crucial à retenir. Pour le cerveau d'un adolescent qui est en plein développement, le rejet social, l'humiliation, ça active exactement les mêmes circuits de la peur et de la menace qu'une attaque physique. Pour lui, il n'y a aucune différence. Une agression sociale est une agression physique. Bon, maintenant qu'on a compris ça, la question c'est comment cette menace sociale, qui semble immatérielle, réussit-elle à passer les défenses du cerveau pour y faire des dégâts bien physiques ? En fait, on assiste à une véritable cascade pathophysiologique. C'est très clair. Le stress chronique lié au harcèlement déclenche un pic de cortisol. Cette hormone, à haute dose, va rendre la barrière qui protège le cerveau beaucoup plus perméable. Et la conséquence directe, c'est une inflammation cérébrale. Pour bien saisir l'importance de ce mécanisme, il faut savoir ce qu'est cette barrière hémato-encéphalique. Imaginez-la comme le garde du corps du cerveau. Elle filtre le sang pour le protéger des toxines. Le problème, c'est que le stress chronique force cette porte d'entrée. Et l'acteur principal de cette effraction, c'est le cortisol. En temps normal, cette hormone du stress nous est utile. Mais quand elle est sécrétée en permanence et en trop grande quantité, elle devient neurotoxique. C'est elle qui va affaiblir la barrière et ouvrir la porte à l'inflammation. Alors, une fois que ces molécules inflammatoires ont réussi à entrer dans le centre de commandement, que se passe-t-il ? Le système est pour ainsi dire piraté de l'intérieur. Cette infiltration va créer un énorme conflit interne. C'est une véritable bataille qui s'engage entre le système d'alarme primitif du cerveau et son chef d'orchestre rationnel, son PDG. C'est une prise de contrôle en règle. D'un côté, on a l'amygdale, notre alarme interne. Elle est suractivée, bloquée en position on. L'adolescent se retrouve donc dans un état d'hypervigilance constant. Et de l'autre côté, on a le cortex préfrontal, le PDG, celui qui est censé analyser, calmer, rationaliser. Il est comme déconnecté par l'inflammation. Il n'arrive plus à éteindre l'alarme. D'accord, tout ça c'est ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Mais comment ça se manifeste à l'extérieur ? Quels sont les symptômes que les cliniciens peuvent observer chez leurs patients ? La neuroimagerie nous l'a montré de façon spectaculaire. Le centre de la récompense dans le cerveau, le noyau accumbens, est particulièrement sensible à la validation sociale pendant l'adolescence. Le rejet et l'humiliation activent les mêmes zones que la douleur physique. Ça veut dire que l'exclusion, ça fait mal, au sens propre du terme. Et logiquement, les retombées cliniques sont nombreuses. Ce sont les conséquences directes de cette perturbation neurologique. Quand le cortex ne peut plus réguler les émotions, ça peut mener à de l'automutilation ou de l'agressivité. Et l'inflammation générale va affecter le sommeil, la concentration et même la santé physique globale. Donc, on le voit, comprendre cette neurobiologie, ce n'est pas juste une curiosité intellectuelle. Non, ça nous donne, en tant que professionnels de la santé, un mandat clair et urgent pour agir. Ces découvertes scientifiques nous obligent à changer nos stratégies. L'intervention doit être la plus précoce possible pour limiter les dégâts neurologiques. Elle doit aussi inclure les élèves pour qu'ils fassent partie de la solution. Et enfin, il faut tenir compte du fait que les garçons et les filles ne réagissent pas toujours de la même manière au stress. La conclusion éthique et légale de tout ça est sans appel. Considérer le harcèlement comme une sorte de rite de passage qu'il faudrait endurer est une erreur fondamentale. On parle ici de sécurité et de droits fondamentaux de l'enfant. On termine donc en transformant toutes ces connaissances en une question tournée vers l'action. Maintenant qu'on sait que l'agression est non seulement psychologique mais aussi physiologique, la question est comment peut-on, en tant que clinicien, agir concrètement pour protéger le cerveau en développement de nos patients ? La réponse est vraiment au cœur de notre pratique.